Bienvenue à tous sur cette conférence qui sera consacrée aux formations de secourisme en région isolée. Donc nous devons être en visioconférence avec le docteur Marc Gosselin, qui est président de Sirius. Alors je ne sais pas s'il nous entend. Oui, je vous entends très bien. C'est parfait, impeccable. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous les trois tous les quatre d'être là. Donc, je vais présenter brièvement Sirius, donc le prestataire qui organise ces formations, donc qui est reconnu au Canada depuis plus de 25 ans dans le domaine de la formation en premiers soins, de la gestion des risques et des services de soutien médical en région éloignée. Vous allez nous dire pendant cette conférence en quoi consistent les formations, à qui elles s'adressent, quelles sont leurs spécificités. Et puis également, on abordera le volet des perspectives de développement en France. Nous avons donc parmi nous, Bruno Basset, vous êtes directeur de DocEver, société spécialisée dans l'assistance médicale des événements outdoor et partenaire de Sirius. Yannick Sisla, directeur de projet pour Sirius, et donc le docteur Marc Gosselin, président de Sirius. Bonjour. Et moi, Michael Pichot, l'un des jeunes instructeurs fraîchement formés par Sirius, qui va représenter Sirius en France. Très bien. Bah, écoutez, je propose au docteur Gosselin d'introduire la conférence, de commencer si vous voulez bien. Bonjour tout le monde. C'est avec une grande joie et une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, directement du Québec et du Canada, évidemment, pour vous présenter les formations de secours en région isolée Sirius. Comme vous allez le constater dans la présentation qui suit, Sirius est reconnu pour ses formations spécialisées de secours en région isolée en Amérique du Nord depuis maintenant 30 ans. Nos formations sont offertes partout au Canada, autant au grand public qu'aux entreprises et organisations gouvernementales ou aux universités et collèges au Québec, dans des domaines qui touchent évidemment tout ce qui a trait aux régions isolées ou aux domaine de l'aventure et du tourisme d'aventure. C'est avec un plus grand plaisir encore que je m'adresse à vous pour l'inauguration des premières formations de secourisme en région isolée offertes en France avec notre partenaire DocEver et Perf Santé. Bruno Basset et moi avons rêvé de ce moment il y a plusieurs années déjà, à quelque part sur un sommet des Alpes, et maintenant nous y sommes. Alors, je vous souhaite une bonne présentation. Je vais passer la parole à Yannick Sisla, qui est notre directeur de programme et qui a participé à la formation des nouveaux instructeurs. Merci beaucoup. Merci Marc. Donc, petite présentation sur le secourisme en région isolée. Qu'est-ce que le secourisme en région isolée? On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, tout d'abord, le secourisme en région isolée vient de standards bien établis. Les standards que sont la WMS, la Wilderness Medical Society, ainsi que les normes ILCAR, donc deux standards qui sont connus internationalement. Ces standards font foi de la qualité et des standards internationaux. Donc, le secourisme en région isolée, on peut le définir comme étant l'assistance qu'on va porter lorsque les secours normaux, les secours d'urgence ou les SAMU ne sont pas facilement accessibles. Au Québec, on va définir par exemple la région isolée comme étant une région située à plus de 30 minutes d'accès des soins de santé, que ce soit par transport routier, ambulancier, jusqu'à ce qu'on puisse rejoindre un cabinet médical, un hôpital, un dispensaire. Donc, ici en France, Bruno, est-ce que tu pourrais peut-être juste nous définir un petit peu plus la définition de région isolée? Je vais laisser la parole à Michael parce qu'il a bien étudié le sujet. Et il y a l'INRS qui a déjà un peu travaillé dessus, il y a la sécurité sociale qui a travaillé dessus. Donc Michael va pouvoir nous dire qu'est-ce que le milieu isolé en France.
Bonjour, donc oui, effectivement le milieu isolé en France, c'est quelque chose qui est connu mais qu'on va pas avoir sur le même standard que le Canada. Au Canada, ça va parler de suite parce qu'il y a des très grandes élévations. Chez nous, ça va être ni plus ni moins qu'une personne qui va travailler vraiment de façon isolée, couper des vues et couper d'une toute forme de communication verbale avec quelqu'un. Donc ça peut aller très vite. Notamment, je pense à des personnes qui vont travailler sur des chantiers ferroviaires, sur les différents caténaires. Je vais penser à des gens qui vont entretenir nos éoliennes, les différentes installations électriques et gaz de France, et qui font donc aussi un métier dangereux, puisque vous imaginez bien que notre technicien sur éolienne, au-delà d'être isolé, il va se retrouver à quelques mètres de hauteur. Donc voilà pour la partie isolée un petit peu en France. Donc, le secourisme en région isolée se définit ou a plusieurs caractéristiques. La première, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les conditions climatiques peuvent être extrêmes, voire hostiles. On peut très bien s'imaginer en plein milieu du pôle Nord ou de l'Antarctique, là où les conditions météo seront très froides, ou à l'opposé, dans des conditions arides, très chaudes. On peut être au Marathon des Sables, au Pérou par exemple. Donc, le climat va avoir un gros impact. Pensez-y, donc si on est à l'extérieur et qu'on doit faire des soins à une personne, il peut pleuvoir, neiger, donc ce n'est plus que de faire des soins pour quelques minutes, mais il faut aussi s'assurer que la personne reste au chaud, qu'elle reste au sec, donc prendre soin finalement des besoins de base de la personne. Conséquemment, les soins seront plus avancés, donc les gestes qu'on posera non pas sur 5-10 minutes, mais sur quelques heures, voire peut-être quelques jours. Il faudra faire plus de gestes. Par exemple, on ne fera pas que d'arrêter un segment. On va s'assurer, suite à l'arrêt du segment, de prévenir l'infection, de promouvoir aussi la guérison. Donc, les soins vont plus loin que le simple geste de base. Ensuite, il faut aussi prévoir qu'une évacuation peut être prolongée. Donc, il faut planifier, il faut anticiper différents enjeux, différents facteurs concernant, par exemple, une évacuation. Du coup, on n'aura pas non plus beaucoup de moyens. On va avoir avec nous ce qu'on aura bien planifié, emporté, ou ce que l'environnement nous permet d'avoir. Ce qui veut dire que pour faire une attelle, on va peut-être utiliser une partie de notre sac à dos. On va probablement utiliser un chandail simplement pour supporter un membre. Donc, on doit improviser avec les moyens du bord, avec ce qu'on a avec nous et ce que l'environnement nous permet. Donc, au Canada, SiriusMed est le plus important prestataire de formation, de secours en région isolée, ainsi que de formation de sécurité. On va voir un petit peu plus loin les différentes formations qui sont offertes et lesquelles sont maintenant disponibles en France. Donc, quelques chiffres qui parlent. Donc, Sirius a été fondé en 1990. Depuis ce temps, on a formé plus de 28 000 individus. Bon an, mal an, chaque année, ces derniers temps, on forme plus de 2000 personnes par année. Personnes qui peuvent être des étudiants, des professionnels, le grand public. On verra aussi tantôt d'autres particularités à qui ça s'adresse. On a la chance de compter plus de 70 instructeurs au Canada et maintenant en France. Instructeurs de différents métiers. Certains sont des guides d'aventure, guides de montagne, par exemple. D'autres viennent davantage du milieu soit militaire, soit au niveau des pompiers. On a la chance d'avoir des infirmiers, des paramédics qui travaillent chez nous, ainsi que plusieurs médecins. Donc, on a une vaste expérience et cela nous permet de consolider toutes les connaissances et d'en faire profiter le public. Donc, j'aimerais céder la parole à Michael, qui est nouvellement instructeur ici en France pour Sirius. Donc, Michael, si tu peux peut-être nous parler un petit peu de la formation d'instructeur, ainsi que de la première formation qui vient tout juste de se terminer. Effectivement, pour moi, Sirius, c'est une évidence, puisque j'ai un parcours international assez important. Comme il le disait, on a des profils divers et variés. Le mien, c'est que je suis un ancien infirmier militaire. Et effectivement, au travers de tout ce que j'ai pu voir toutes ces années, je m'aperçois que dans le secteur civil, on en a aussi besoin de travailler tant avec du matériel manufacturé ou des techniques bien précises dans un environnement sécurisé. Mais on a aussi besoin de travailler avec peu de matériel, tout en respectant justement ces principes de sauvetage de la vie humaine.
Et Sirius, c'est complètement ce que Sirius propose. Donc effectivement, bon, pour moi, c'est logique. C'est une continuité de parcours. La formation telle qu'elle est organisée, donc moi je suis jeune instructeur pour le coup Sirius. Merci encore Yannick pour ces 15 jours très intenses. Donc on a eu une quinzaine de jours très intenses. Le cursus d'un instructeur, il y a tant la partie pédagogique à voir, mais il y a aussi certaines précisions à vivre dans la formation. Et donc effectivement, initialement il y a 90 heures de formation pour devenir instructeur. Effectivement, on a eu 90 heures en 15 jours, donc très intense. La semaine dernière, donc, on a fait une première formation à destination du grand public, qui a très très bien fonctionné, et dans laquelle on a pu voir aussi bien des gens qui étaient déjà secouristes ou déjà initiés aux différentes techniques de sauvetage et de secourisme, tout comme des personnes qui sortaient complètement de ce milieu-là, des aventuriers, des gens de la presse qui partent au contact justement de différents aventuriers dans différents milieux extrêmes. Et le retour qui a été de cette formation, c'est que c'est juste impressionnant. On apprend énormément de choses, ça colle complètement à la réalité et ça permet vraiment de rassurer beaucoup de personnes sur la faisabilité et un petit peu la démystification de la médecine. On a tous tendance à se dire que la médecine c'est quelque chose d'inabordable, ça fait peur, ça fait mal, on voit des choses qui sont pas très très agréables, certes, mais nous à notre petit niveau, et c'est aussi ce que représente le secourisme mondial, on a des gestes salvateurs qu'on peut très très bien réaliser avec juste 2 mains des fois. Donc, après 29 ans maintenant au Canada, on a la chance d'avoir les formations maintenant ici en France. J'inviterais peut-être Bruno, dans le fond, à nous expliquer pourquoi avoir décidé d'importer ou d'amener cette connaissance-là et ces compétences en France et maintenant de pouvoir vous en faire bénéficier. Donc, maintenant, Bruno. Le docteur Gosselin l'a déjà un peu dit tout à l'heure, on en a rêvé, lui et moi, on a fait le diplôme interuniversitaire de secours en montagne ensemble, on s'est connus comme ça, dans les sommets des Alpes. Et on a clairement identifié qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait et qu'il y avait de plus en plus de gens qui voyageaient dans des endroits de plus en plus reculés, que de plus en plus de tour opérateurs proposaient des expéditions, et non plus des expéditions où c'est 3-4 experts qui montent au sommet d'une montagne ou qui vont traverser le désert de Gobi. Mais maintenant, c'est des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont dans ces environnements où le téléphone n'existe pas, où les moyens de communication sont très limités. Et en fait, à la fois Marc et moi, à travers cette expérience, dans cette formation de secours en montagne, on s'est dit, regardons un peu ce qui peut être possible de faire par rapport à l'expérience de Sirius, qui est juste énorme, parce que là, on vient de vivre ces 15 jours de formation de ces instructeurs, et autant dire que c'est dense, mais c'est précis, c'est efficace. Rien n'est laissé au hasard, à la fois sur la manière dont les enseignements sont faits, à la fois sur le respect des recommandations. Donc, à ce wagon-là, c'est raccroché, en plus des gens qui voyagent un peu partout dans le monde, l'univers des gens qui travaillent de plus en plus dans des endroits extrêmes, que ça soit des chercheurs, des géologues, des gens de l'industrie minière ou pétrolière qui vont, par nécessité professionnelle, mais aussi parce qu'ils aiment ces environnements, travailler dans des endroits où ils n'ont juste pas le choix que de savoir se débrouiller à minima, parce qu'ils n'auront pas les mêmes supports que nous avons, nous, dans les pays occidentalisés. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un réel intérêt d'importer en France cette formation du Canada? Et en fait, en pratique, quand on analyse un peu le tissu économique, social et professionnel, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'Occidentaux, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Anglais qui vont travailler pour des grosses industries ou qui vont voyager un peu partout dans le monde, et qu'il n'y avait pas de référence, de support pour ces formations-là. Et ça a trouvé tout son sens, et c'est un peu comme ça qu'on a construit le modèle avec Marc Gosselin. Et les résultats de cette première session
prouve que c'est très, très encourageant. Et puis quand on voit l'attrait, quand j'en ai parlé à l'organisateur de ce salon, il m'a tout de suite dit, mais c'est évident, le secours en milieu isolé, c'est aussi une réalité française. Même si un de nos présidents a dit qu'il fallait avoir accès aux soins en moins de 30 minutes, on sait tous qu'en France, il y a des zones où en 30 minutes, on n'a pas accès au secours, on n'a pas accès aux soins. C'est juste la vérité. Donc voilà, tout ça est la genèse de ce projet. Et je pense que Yannick va continuer à nous raconter qu'est-ce que exactement la formation, les différents niveaux de formation en secours en milieu isolé. Tout à fait. Merci Bruno. Donc comme Bruno l'a mentionné, il existe différents niveaux de formation. En fait, il existe 3 niveaux de formation. Le premier étant le cours de base ou d'introduction au secourisme en région isolée, la Wilderness First Aid, un cours d'une durée de 2 jours et une nocturne. Cours servant d'introduction à apprendre les notions de base avec évidemment de la pratique et de la théorie. Pour les gens qui en veulent un petit peu plus, qui veulent avoir le temps de pratiquer davantage ou pour qui les notions de leadership sont importantes, donc soit dans la prise en charge d'un groupe, dans l'encadrement d'un groupe ou la supervision par exemple d'une équipe de travail, le cours de 40 heures saura répondre davantage à ce besoin. Le dernier niveau de formation est celui du 80 heures, soit le cours de Wilderness First Aid, Wilderness First Responder, donc le premier intervenant en région isolée. Ce cours s'adresse à des équipes davantage professionnelles ou axées vers le sauvetage, la recherche et sauvetage, des équipes par exemple de secours d'urgence sur des sites miniers par exemple. Donc un cours qui dure 8 jours et de 4 nocturnes. Donc des cours somme toute intenses mais très intéressants et très dynamiques à suivre. Il existe aussi certaines formations davantage spécialisées qui peut-être seront éventuellement importées aussi en France. Donc, des cours, par exemple, de survie, comme dans notre cas, là, dans le Grand Nord canadien. Des cours de sauvetage nautique, ainsi que des cours au niveau de la défense des prédateurs. Donc, oui, on a des petits oursons blancs, nous, au Canada aussi. La formation de secours en région isolée, en fait, peut permettre aux employeurs, donc aux différentes sociétés, de rencontrer ce qu'on appelle le devoir de diligence. Qu'est-ce que le devoir de diligence? En fait, c'est très simple. Pour un employeur doit mettre tout en œuvre ce qui est possible pour assurer la sécurité et la santé de ses employés. Et cela passe par une bonne formation, surtout si l'employé est appelé à travailler en région isolée. Également, il existe une norme de gestion du risque ou le management du risque, la norme ISO 31000, dans laquelle les sociétés ont en fait la gouvernance, c'est-à-dire les responsabilités qu'ils ont et l'implication qu'ils décident bien d'y mettre. À cette fin, il existe aussi la prévoyance et les mesures telles que les plans d'urgence. Donc, la formation entre à ce moment-là dans la prévoyance pour un employeur. Donc, afin de répondre à la norme ISO 31000, les employeurs qui sont intéressés peuvent évidemment offrir la formation de secours en région isolée à leurs employés. Les formations de Sirius sont conçues, en fait, pour vous préparer à faire face aux urgences, évidemment, ainsi qu'aux traumas en région isolée. Et ce, dans différents milieux. Les milieux pouvant être celui de la montagne, évidemment ici avec les Alpes, mais ça peut être également à l'étranger, qu'on aille faire un trekking au Népal ou, par exemple, au Pérou, en Argentine. Ça peut être également donc des destinations plus outdoor, des expéditions, des trekkings, là où finalement les secours seront accessibles seulement par hélicoptère, ou en fait peut-être que les secours ne sont juste pas accessibles parce qu'on serait pris dans un blizzard, dans une nappe de brouillard. Et conséquemment, on devra marcher plusieurs jours en fait, pour pouvoir sortir ou accéder à différents secours. Les régions polaires, on a supporté plusieurs équipes, plusieurs expéditions, que ce soit en Antarctique, la traversée du Québec, par exemple, en ski de fond, ou différentes expéditions dans le pôle Nord. Donc, plusieurs aventuriers suivent les formations de Sirius. La prochaine expédition qu'on va supporter, ce sont 3 Québécois qui vont partir de la côte ouest au niveau de l'Amérique du Sud afin de rejoindre le pôle intérieur, et ce, par leurs propres moyens. Donc, on a organisé une formation pour eux afin de s'assurer qu'ils soient bien préparés. Également, les sites industriels en région isolée, des sites, par exemple, de décontamination, des projets environnementaux. Donc, les employés qui sont appelés à aller travailler sur ces sites-là, à aller travailler à l'étranger, par exemple, devraient suivre une formation adéquate afin d'être bien préparés s'il leur arrivait quelque chose à eux, à leurs collègues, par exemple.
Ça peut aussi également inclure les sites de prospection minière ou les sites en opération, en Afrique du Sud par exemple, au Pérou, au Canada, à l'étranger. On a rencontré en fait au Canada il y a quelques semaines un Français qui avait fait sa formation en géologie, qui a été appelé à travailler d'ailleurs 2 mois chez nous au Québec, à la baie James. Et il nous a témoigné justement à quel point sa formation lui avait été utile lorsqu'un de ses collègues s'est fracturé une jambe et qu'il avait dû mettre en application les connaissances qu'il avait apprises. Donc pour lui, c'était un cas très concret et cela lui a permis justement d'agir promptement et efficacement. Donc, à qui s'adressent les formations? Ça peut être le grand public, les individus, les particuliers, les sociétés, pour leurs travailleurs, par exemple. Donc, tout travailleur qui sera appelé à aller travailler en région isolée. Ensuite, ça peut être les guides accompagnateurs de moyenne montagne, de haute montagne, par exemple, et toute personne, finalement, passionnée par le plein air, par le voyage, l'aventure. Donc, pour des raisons personnelles ou pour le travail, ces formations-là sont intéressantes. Qu'est-ce qui nous distingue ou à quoi ressemble une formation Sirius? Donc, chez Sirius, les formations vont être personnalisées en fonction du besoin, en fonction du milieu, finalement, dans lequel les employés vont être appelés à travailler. Ensuite, les formations sont basées sur l'expérience, sur des cas concrets. On a la chance aussi chez Sirius de faire du soutien médical et de collectionner beaucoup de données, ce qui nous permet par la suite de créer des simulations, de créer des cas pertinents, collés sur la réalité, sur la vraie vie. Donc, des cas vécus que certains de nos employés ont déjà eu même à traiter. Les scénarios, comme vous pouvez voir les images derrière, sont aussi très réalistes, que ce soit par le maquillage, par l'implication des instructeurs ou même des participants. Lors de la dernière simulation qu'on a faite ici en France, on avait la chance d'avoir un plan d'eau et un des instructeurs s'est volontairement jeté à l'eau pour simuler aussi l'hypothermie. Donc, les participants ont eu à faire ce qu'ils devaient et finalement, je peux vous dire qu'ils ont bien fait ça parce que je ne suis pas resté à l'eau très longtemps. Il n'a pas simulé, il était en hypothermie. Donc, les formations se déroulent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on a une grande portion de la formation qui se déroule sur le terrain. Donc, un juste milieu entre la théorie et la pratique. Un autre des composantes qui nous distingue notamment de nos formations, on aime bien amener les participants à réfléchir. Plutôt que d'apprendre par cœur, on aime qu'ils comprennent finalement les gestes qu'ils vont poser. Ce qui nous amène à parler d'anatomie, de physiologie. Donc, plutôt que d'apprendre le bouquin par cœur, on leur pose des questions, on les fait réfléchir et à la fin de la formation, ils sont en mesure de mieux comprendre pourquoi ils font les gestes et plutôt que de les appliquer par cœur. Ça permet aussi une meilleure prise de décision, notamment sur le terrain, quand on comprend ce que le corps a besoin pour bien fonctionner, on est en mesure d'appliquer les gestes plus concrets également. Des choses notamment qu'il faut considérer au niveau du secourisme en région isolée, c'est comment on va faire pour sortir une personne. S'il faut se débrouiller par nos propres moyens, vous voyez ici sur la photo de gauche, à l'aide de simplement 2 sacs à dos, de bâtons de marche, on peut transporter une personne sur quelques mètres, voire 1 ou 2 kilomètres. Également, aussi impressionnant que ça puisse paraître, mais un simple sac à dos peut permettre de transporter une personne même à l'intérieur et de transporter une personne qui serait par exemple blessée à une jambe ou trop faible pour pouvoir marcher. Donc, c'est des exemples de pratiques qu'on va faire dans nos cours. Donc, on vient tout juste de terminer la première formation ici en France, que déjà d'autres dates ont été annoncées, à la fin mai notamment et à la fin juin. Donc, ce sera les 2 prochaines formations, cette fois-ci sous un format de 20 heures, plutôt que les 40 heures qu'on venait tout juste de faire. Donc, si jamais cela vous intéresse, les dates seront aussi affichées sur le site de Perf Santé. On a fait une petite promotion spéciale pour les participants du salon. Donc, si vous inscrivez et que vous utilisez le code Wilderness, cela vous donnera un rabais de 10% sur les formations. Et pour nous contacter, toute information, vous pouvez également aller sur le site de Perf Santé ou simplement envoyer un courriel afin qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, ce qui met pour l'instant fin à la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au secours en région isolée. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois que tout était clair. Merci de votre attention. Écoutez, moi j'avais une question. C'était effectivement par rapport, donc on parle de formation et qui dit formation dit référentiel de formation. Oui. Avec quel partenaire du coup vous avez travaillé pour établir ce référentiel?
Donc, au niveau du référentiel ici, notamment en France, vous voulez dire, donc avec Doc Evert et Perf Santé, donc c'est les deux compagnies avec qui on travaille pour implanter les formations ici en France. Et ici, on parle plus du développement de la formation, le cursus. Donc, évidemment, on repose, ou en fait, on se réfère, je devrais dire, notamment sur les instances comme la American Heart Association ou les guidelines de la Wilderness Medical Society. Donc, c'est un cursus qui a été élaboré, qui est révisé de façon annuelle avec un comité médical consultatif pour s'assurer que le cursus et les plans de cours évoluent au fil des années selon les développements, les avancées au niveau de la médecine en région isolée. Est-ce que ça répond à la question? Il m'a semblé que vous évoquiez en début de conférence notamment le concours de l'INRS. Oui. Est-ce qu'effectivement l'INRS, parce que là vous parlez aussi de santé et sécurité au travail, Tout à fait. et du coup comment effectivement s'est passée cette collaboration avec l'INRS? Oui. Peut-être est-ce que Bruno, Michael, peut-être vous pourriez Alors répondre à ça? pour les formations aujourd'hui des travailleurs dans le milieu isolé, il y a uniquement le CNRS pour l'instant qui propose quelque chose qui est adapté sur mesure et qui exige un prérequis du PSC1. C'est la seule équivalence aujourd'hui au sens juridique du secourisme qui est demandée pour ces formations pour l'instant. Mais c'est un immense chantier en France qu'il faut ouvrir parce que très clairement, les aspects réglementaires, formatifs au sens formation labellisée française eu égard de la législation, sur ce sujet-là, rien n'existe. Rien n'existe. Et on ouvre une première porte et je suis très content que cette porte s'ouvre ici et qu'on arrive un jour peut-être à faire ce travail. Dans les premiers élèves, on avait des élèves d'associations agréées de sécurité civile, de secouristes d'associations agréées de sécurité civile. Il y en avait de la Croix-Rouge, il y en avait d'autres structures. Et du coup, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de passerelles qui étaient potentielles et envisageables. Aujourd'hui, notre support, comme l'a dit, c'est des supports internationaux. Et j'espère qu'un jour, en France, on arrivera à suffisamment bien débroussailler ce dossier pour qu'il y ait une vraie formation franco-française. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'expertise de 30 ans de professionnels qui travaillent dans ces milieux, on peut les respecter. Très bien, bah écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait maintenant des questions? Oui. Il y a évidemment des points communs entre les formations et la pratique du secourisme en France, telle qu'elle est définie réglementairement, et ce que vous faites. Est-ce que partant de l'un, on peut valider tout ou partie d'autre chose? C'est-à-dire, après votre formation, est-ce que le grand public peut prétendre avoir obtenu un PSC1, par exemple? Actuellement, de manière réglementaire, pas uniquement de manière de connaissance. Alors sur la première session, c'était un peu l'objectif de faire venir des instructeurs PSC1 pour voir si des passerelles étaient envisageables. Et il semblerait que ça soit possible. Donc maintenant, il faut soumettre ça aux autorités compétentes pour envisager avec le ministère de l'Intérieur et la DGCSC s'il peut y avoir des équivalences. C'est un chantier maintenant qui s'ouvre. Il fallait déjà que le contenu de la formation soit écouté, soit enseigné par des gens qui sont déjà eux-mêmes instructeurs en France sur ce sujet-là. Et c'est assez prometteur. Donc j'aurais presque envie de vous dire, déjà pour le PSC1, voire un peu plus, c'est déjà garanti. Déjà les bases de l'ILCOR avec les problématiques de la prise en charge de l'arrêt cardiaque sont déjà des bases complètement similaires. Donc bon, quand on a dit ça, on a déjà dit pas mal de choses, mais on n'a pas tout dit. Donc j'espère pouvoir vous dire à l'année prochaine, à cette même date, ce même lieu, que oui, ça y est, on a réussi à obtenir une équivalence, comme vous le soulignez. Est-ce qu'éventuellement, il y avait une autre Il y avait question? une autre question juste derrière. Je voudrais poser la question suivante. Est-ce qu'il y a des limites d'âge dans les candidatures? Donc, bonne question. Non, il n'y a pas de limite d'âge. En fait, autant minimalement qu'à la hausse. On a déjà formé, en fait, un jeune homme de 12 ans qui avait vraiment un intérêt, une passion pour le secourisme.
donnerai pas de limite d'âge supérieure, mais je vous dirais, somme toute, tant que le corps peut suivre, on a des activités, des ateliers à l'extérieur. Donc, c'est pas tant une question d'âge, mais bien je dirais peut-être de capacité physique. Donc, tout le monde est le bienvenu, tout à fait. Si. Une autre question, les sessions que vous faites, il y en a combien dans l'année? 1, 2, 3, plusieurs? Parce que je vois que vous faites une formation fin juin, là. Mais moi, je vais partir en mission. Donc, ouais. Est-ce qu'il y en aura d'autres après septembre, octobre, etc. Donc, ce qui est intéressant ou important de savoir, c'est qu'il y a des dates qui sont en fait affichées sur le site Internet de Perf Santé. Donc, des dates qui sont ouvertes à tous, au grand public en général. Également, par exemple, des sociétés pourraient contacter Perf Santé afin d'organiser une session ou un cours en privé, donc exclusivement pour leurs employés. Donc, ce qui est affiché pour l'instant, effectivement, il y a des cours qui viennent donc fin mai, fin juin. Il est fort possible également qu'à l'automne, il y aura d'autres plages horaires également. Si je peux plus parler de ce qu'on fait nous à la maison au Québec, normalement, les cours ouverts au grand public sont surtout offerts au printemps pour les gens qui sont appelés à voyager ou faire des activités de plein air l'été, par exemple, et l'automne également en vue de préparer la session hivernale. Donc, c'est un petit peu le format qu'on utilise présentement au Québec et qui risque fort probablement de se transférer ici ou également en France. Ouais. Merci. Yann, je crois qu'il y a une autre question là. Oui, là vous parliez de l'équivalence avec le PSC1. Bon, le PSC1 c'est une journée. C'est vraiment pour pouvoir téléphoner au SAMU. Donc, en ce qui concerne les sauveteurs isolés, voilà, je ne sais pas. Par contre, en France, on a le PSE1, PSE2, donc il va plus loin. C'est la seule chose qui, théoriquement, qu'on a théoriquement le droit d'enseigner. Et si, normalement, c'est fait pour être fait en équipe, mais ce qui est dans le bon sens, c'est que si l'on n'est pas en équipe, il faut appliquer ces procédures au plus près de ce qui est recommandé. Alors, moi, j'ai travaillé aux États-Unis, entre autres, mais en France, j'ai aussi pas mal d'expérience. Dans les recommandations, je connais un peu le système américain. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être différentes et qui pourraient choquer les procédures françaises dans ce que vous faites? Et il y a une chose qui m'intéresserait. Vous connaissez le livre de Gauchy, Emmanuel, je présume, qui avait fait un livre sur ce que vous faites, un peu, qui a pas mal de contenu. Hein. Et puis, Docteur Vertical, c'est ça? Oui, le Docteur Vertical, oui, qui est malheureusement décédé. Donc voilà, c'est un petit peu ça, et savoir comment, si dans ce que vous faites, c'est en fait de l'adaptation de façon à faire ces procédures de base qui sont faites en France, mais sans avoir le nombre qu'il faut, par exemple. Là, je parle fracture du fémur ou autre. Voilà, comment vous avez envisagé ça, et est-ce qu'il y a eu un rapport avec le ministère de l'Intérieur pour que les choses soient coordonnées, ne puissent pas faire l'objet de poursuites ou de problématiques juridiques ou techniques? Alors, je connais très bien Manu Cauchy. En effet, Feu, il a fait un gros travail là-dessus, et je pense qu'il y a des gens du PGHM et des CRS qui continuent à travailler sur le sujet du CQP et de l'adaptation sur les équivalences, sur les formations de secourisme dans des situations un peu dégradées où, on le sait bien, les hélicoptères ne peuvent pas transporter des dizaines de personnes. Donc les gestes faits par les secouristes du PGHM ou des CRS, dans certains cas, vu qu'ils sont seuls, sont des manœuvres de secourisme dégradées ou améliorées, ou en tout cas adaptées. Et je ne vais pas pouvoir répondre sur les aspects très techniques, mais ce que j'ai vu dans l'enseignement, sur les 15 jours qui viennent de se passer par rapport à ce que Sirius propose, c'est très clairement de l'adaptation, voire même de l'intégration de ressources qui n'ont pas forcément suivi la formation, mais qui vont aider à l'opération de secours, à l'opération d'extraction, à l'opération de transport. Et ça va être toute la responsabilité, dans le cadre de la formation que Sirius donne, de bien former ses instructeurs et ses formateurs, ces gens qui seront diplômés, pour pouvoir avoir cette capacité de prendre le lead dans une situation où les blessés sont en situation complètement isolée, dans une équipe pour désigner des personnes qui vont aider.
Donc, on arrivera, je l'espère, à travailler avec les différentes tutelles de l'État français sur ce sujet-là. Mais très clairement, les pratiques sur cet enseignement, elles se font majoritairement en dehors de l'Hexagone. Et vraiment, l'objectif ciblé, c'est ceux qui vont dans des territoires où même les secours organisés ne vont pas. C'est un peu ce que disait Yannick au départ. C'est les endroits où les moyens de secours habituels ne vont pas simplement, quoi, où c'est très très compliqué. Donc oui, j'espère qu'on arrivera, comme vous le soulignez, à faire comme Cauchy l'a fait, à faire reconnaître un minimum ces formations par le ministère. Est-ce que vous avez un manuel déjà qui... Oui. Tout à fait. Donc, le manuel existe chez nous autant en anglais qu'en français et on a un manuel pour le différents niveaux de formation qu'on offre. Lors du transfert, effectivement, du Québec à la France, il y a eu un travail d'adaptation, notamment par rapport à certains termes utilisés ici. Également au niveau de la législation qui diffère au Québec et en France. Donc, il y a eu ce travail d'adaptation qui a été fait. Donc, les élèves, les étudiants, les stagiaires, je devrais dire, qui sortent de notre formation, ressortent avec le manuel de cours, le manuel de référence et reçoivent également une certification numérique qui leur est envoyée. Donc, une certification qui est valide pour une durée de 3 ans. Comme quoi, on atteste les connaissances et les compétences, finalement, des stagiaires qui ont suivi notre formation. Juste pour votre information, il faut savoir qu'au Canada, un certain nombre de personnes publiques, de personnes qui travaillent dans comme les gardes forestiers ou d'autres métiers, c'est une formation qui est juste obligatoire. Enfin, ils doivent forcément, pour aller travailler dans ces milieux-là, ils doivent faire cette formation. Ça paraît juste une évidence pour eux là-bas, et pour nous, on est très loin de cette réalité. Très bien, écoutez, on va conclure cette conférence. Éventuellement, si le docteur Gosselin veut ajouter un mot pour conclure la conférence. Bon, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vous remercie. C'était effectivement une belle opportunité de démontrer notre savoir-faire. En réponse un peu à la dernière question, j'ajouterais peut-être que la réalité du secours en région isolée doit souvent s'adapter aux différentes juridictions partout dans le monde, parce qu'évidemment, les guides, les travailleurs doivent quand même, à chaque fois qu'ils entrent dans un nouveau pays, avoir une idée un peu des juridictions et des possibilités, que ce soit pour avoir de la médication, que ce soit pour différents gestes ou différentes choses. Par contre, le secours en région isolée regroupe quand même des organisations au niveau mondial qui enseignent un peu tous les mêmes choses. Donc, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit la Wilderness Medical Society, que ce soit donc des grandes organisations partout dans le monde qui partagent un peu donc les mêmes enseignements et les mêmes principes de base. Donc, évidemment, la formation Sirius ne se targue pas d'être exceptionnelle par son contenu, mais bien plutôt par la façon dont on livre les apprentissages et par la façon où est-ce qu'on amène les participants à bien intégrer les notions et à utiliser leur jugement et leur capacité pour bien mettre en application tous ces principes-là. Certaines formations sont plutôt didactiques, où est-ce qu'on donne un truc, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis je vous dirais que les formations Sirius essaient de donner la capacité aux participants de pouvoir intégrer les notions pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est plutôt là notre exception et non pas sur le contenu qui est le même que la Croix-Rouge peut enseigner ou que d'autres organisations internationales enseignent. Très bien, merci à vous, Dr Gosselin, merci à tous les trois. Et puis je vous donne rendez-vous d'ici 10 minutes pour la prochaine conférence qui sera consacrée au transport sanitaire. Merci à vous.